Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. Directement de Mont-Saint-Hilaire sur la rive sud de Montréal, au Québec, Canada. Nous étions au parc Plateau Michel Brault. La première diffusion de cette émission a eu lieu le samedi 17 décembre 2022 pour le Vidéorandia numéro 51. Michel Brault, grand cinéaste québécois. Conception, animation et montage, Richard Glenn, l'ésotéristes du Nouveau Monde. Nos invités, Agnès, François, Jimmy, qui vont nous parler tous dans le Vidéorandia numéro 51. Nations alliées, aliénation. On parle des Autochtones. Ne manquez pas de lire les compléments surprenants de Gilles Surprenant disponibles dans le Forum Orandia. Il s'ajoute du nouveau contenu toutes les nuits. La musique, Daniel Morancy. Soutien technique, Emmanuel, Stéphane, Jeannot et Donald. Recherchiste, Louis Ferland. À la régie, Spirale. Le concepteur du site du club créé, M. François Deschamps, webmaître. Tout à fait. C'est tellement long, c'est une longue histoire, ça. Je sais pas. Oui, mais il faut la réduire au maximum. Alors, je vais réduire ça, oui. Bonne émission. Moi, je ne veux pas des détails de tous les jours, non, mais non, la c'est démarche pas ça. cinématographique qui m'intéresse. Voilà, parce voilà, qu'ici, c'est ça, parce que on je suis est dans partie un au parc, Québec. on est dans le parc de Michel Brault. Oui, c'est ça. C'est un parc en hommage à un cinéaste québécois qui est décédé ça fait longtemps, mais qui a vécu ici, en face du Mont-Saint-Hilaire, que tout le monde a reconnu, bien sûr. Et Michel est comme une idole pour plusieurs cinéastes canadiens qui se disent, lui a filmé pour la suite du monde. Tu parles un beau titre, hein? Pour la suite du monde, c'est ça. Alors, aller chercher dans les archives vivantes à une époque complètement dépassée. Aujourd'hui, on ne retrouve plus rien. Et il avait retrouvé, dans un de ses films, les ancêtres français du Nord, de Saint-Malo et tout ça, qui étaient, eux, ici au Québec, les descendants. Alors, c'est une idée géniale. Alors, toi, tu es parti des vieux pays. C'est ça, oui. Et puis, tu es arrivé ici sur la Côte-Nord en particulier. Oui. Je suis arrivée la première fois, je suis partie donc, de Bruxelles vers Nutashquan directement. Parce que j'avais senti. Là, tu n'as pas dit Natashquan, hein? Non, c'est Nutashquan que je voulais aller, en fait. C'est pas la même chose, hein? Non, je voulais aller dans la réserve. Oui, mais je me suis retrouvée, d'abord j'avais loué une auberge à Natashquan, donc le petit village qui a vu naître Gilles Vigneault, donc je me suis retrouvée dans cette auberge. Et tout de suite j'ai été confrontée... C'est ça, parce qu'on pense Natashquan, c'est Gilles Vigneault. Oui, c'est ça. Nutashquan, c'est la réserve. C'est la réserve de quelle tribu Des Inuits. C'est la réserve des Inuits de... En fait, on appelle ça des montagnais, en fait. Oui, c'est la façon qu'on les a c'est la connus, façon dont on les connaît, mais voilà, ce sont les Inuits. Et c'est le seul clan, on va dire, des Autochtones qui n'ont pas de reconnaissance, qui n'ont pas signé justement une entente territoriale aussi. Donc c'est important quand on veut créer des ponts entre l'Europe et le vieux continent et le nouveau monde, de se dire, tiens là, il y a quelque chose à faire parce qu'il n'y a pas d'entente qui a été signée. Donc, il y a 60 ans, la réserve de Nutashquan. Non, reste là. Moi, je vais te laisser au soleil. T'es belle, puis je veux te voir au soleil. Ah, c'est merveilleux. Alors là, ce que tu viens de nous apprendre, c'est incroyable. Là. J'allais dire des Indiens. On a tendance à les appeler comme ça quand même. Là. Oui, surtout dans les autres pays. C'est vrai qu'on a tendance à les... Mais eux n'ont pas voulu signer de territoire. Non. Ils veulent rester libres. Exactement. Ils n'ont pas signé cette entente. Donc, ils ne sont pas dans une réserve, là, comme on ose les appeler. En principe, quelque part, non. On peut dire qu'ils ne le seraient pas légalement, si on veut dire non. C'est comme les Québécois qui n'ont pas signé l'acte de Britannique du Nord, là, la Confédération canadienne, sauf le Québec qui n'a pas signé. Voilà. Et donc, c'est du faire croire. Tout ce qu'il y a autour, c'est du faire croire, finalement. Ouais. On nous fait croire qu'ils sont dans une réserve, et eux-mêmes, ils croient à la limite. Mais finalement, ils ne sont pas instruits. Pas du tout. Puis les chefs ne sont pas des vrais chefs non plus. Aucun ne l'est. Ils n'ont pas d'autorité. Quand vous arrivez de l'extérieur, on vous fait croire que les chefs en ont. Surtout le chef qui avait une entente verbale avec moi, donc la parole, la loi orale. Pour moi, ça a une valeur, l'idée de la loi orale. Oui, c'est pas de l'écriture, des papiers signés, puis contre-signés, puis passer devant un notaire, un avocat, tout ça. C'est la parole donnée, c'est ça. Voilà, pour moi, ça fait office de loi, puis ça avait du sens. Et donc, j'ai voulu établir une relation de confiance au départ.
OK. Là, on est dans la période de Noël, pour ça que j'ai ma truc de Père Noël, parce qu'on est au mois de décembre 2022. Oui, Et il vient de se passer ici à Montréal, au Québec, Canada, le COP 15. Ah oui, Alors, la réunion des Nations Unies, pour, ici, on appelait ça la biodiversité. oui. Mais en marge du COP 15, au Palais des Congrès de Montréal, savais-tu qu'il y a eu une réunion de tous les peuples, je dirais, natifs à travers le monde? Autant des chamans d'Orient, de Mongolie, Ah oui, que c'est d'Amérique du extraordinaire. Sud, que des medicine men d'Amérique du Nord, de partout. Oui. Et ils étaient dans le Vieux-Port de Montréal. Ah Un oui, peu comme c'est- s'ils étaient des exclus, là. Tu sais, Oui, c'est oui, incroyable. oui, tout là. à fait. Et toi, tu es venu au Québec, tu as fait un documentaire, un film. Oui. Et là, tu l'as présenté. C'est maintenant officiel. C'est ça, oui, il pour la s'intitule première comment? fois. Il s'intitule comment? 13 février 2017, Nutashquan. Et Oh. pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est Ouais. parce que le titre est déjà évocateur en fait d'une fourberie. C'est que le 13 février 2017 à Nutashquan, en fait, c'est parce que cette date-là qu'officiellement le gouvernement fédéral a reconnu la réserve qui s'appelait à ce moment-là Pointe Parent. Et qu'ils ont dit voilà, maintenant le gouvernement fédéral reconnaît votre nom véritable, originel de Nutashquan. OK. Nutashquan qui signifie là où on chasse l'ours noir. Et donc, mais en fait c'est une fourberie parce qu'en fait Ouais. on fait croire que ah ben voilà, on reconnaît quelque chose, mais en fin de compte, après ça, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Est-ce Je veux que dire, ça il y a veut dire rien on de- reconnaît que vous êtes maintenant limité à ce Voilà, territoire-là, c'est ça, mais c'est... alors que vous n'avez jamais signé de limite de territoire, Voilà, donc, et là on vous l'impose, on voilà. vous piège Et avec c'est ça. exactement, et c'est pour Ah, ça que j'ai c'est voulu bon, que, t'as bien fait de que soulever le ça, titre ouais. du film porte le nom de la date qui est assez emblématique. Donc c'est-à-dire qu'en 2014, il leur annonce que... En 2017, voilà. tu m'as dit. Oui, pardon, en 2017. Ben, je te suis, hein? En 2000, c'est parce que j'avais commencé le tournage en 2014-2015. Ah oui, OK. Mais en 2017, donc c'est un tournage qui a duré assez longtemps. Donc parce tu ne savais pas que ça s'en venait, et c'est arrivé à travers le C'est arrivé tournage. à travers le tournage et après coup, parce Hey. qu'en fait au départ... Ça vient sceller Ça vient la sceller, preuve exactement. Et qu'ils donc, le sont titre, manipulés encore, Voilà. abusés, puis... Voilà. Ah ouais. Voilà, et c'est pour ça que la date devait oui. être importante dans le titre, parce que... Bien, on va passer ça- sous un autre écran Oui. de Michel Brault, là. C'est une Oui. autre dimension. Vous voyez, les dimensions pardon. sont inscrites ici sur le bord. Et ça dit le format du film. Oui, C'est comme moi, hein, il y a Oui. le 35 mm, il y a le 16 mm. Lui, il filmait beaucoup en 16 mm. Tu sais. Oui. Mais le cadrage, ça, c'est les cadres, différents cadres Oui, de... exactement. Ah, je vois les noms, là, les prix distinction des gens. Là. Oui, oui, ah, c'est Les acteurs. un grand personnage, hein, c'était ça. Alors, tu es contente de la réception du public parce que déjà, Ah oui, non, ça a été c'était- présenté devant des publics. Oui, oui. Ah, hein, puis ça va être encore présenté parce que c'est ça ton intention. C'est une amorce pour attirer le public. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, il a été boycotté, ce film. Il a été Ah, oui. stoppé durant 3 fois Ah, ouais. lors de l'ouverture officielle de l'Arena. On va marcher, oui. Oui. Et donc, finalement, au Québec, il n'a été apparu. Jamais il n'a pu être montré nulle part, finalement. Ah, À part ah. à Paris et à Nice. Oh, Et alors, il y a Philippe Gaudin du journal Libération, à ce moment-là, qui avait suivi le travail de près pendant plusieurs mois. OK. On a réalisé un article il devait avoir des suites de cet article-là. Ouais. Et donc, il voulait donc appuyer toute cette démarche de contrer à la méconnaissance mutuelle des peuples et de faire connaître les autochtones, mais surtout dans un but universel, finalement, de se dire que quelque part, c'est un prétexte universel pour que quelque part, on se rapproche d'un ordre cosmologique, finalement. Un peu plus de cette idée-là Ouais. de faire... Ah ben moi, je vous souhaite longue vie. Hein. On voit sur le pavé, ici, est bien écrit, là, Plateau Michel Brault. Ah oui, Ils ont appelé carrément. ça plateau. On pense à plateau de tournage. Hein. Oui, carrément. C'est ce qui se passe, oui. Ben, je pense qu'il fait suffisamment froid pour espérer Oui, se on retrouver pourrait- en studio à C'est ça, chaleur. je hein. crois que c'est ce qu'on va... Oui, parce que j'ai mon visage qui commence à être figé. J'ai du mal de parler. Mais tu voulais venir au Québec? Oui, C'est ça. Oui, c'est Mon pays, ce n'est pas un pays, C'est l'hiver. c'est l'hiver. Mais il manque la neige. en effet. Mais oui, c'est ça, j'ai les bottes qu'il faut, mais pas le reste. Mais tu sais pourquoi il n'y a pas de neige encore ici au Québec? Oui, C'est parce que les sorciers de la météo, oui. ils évitent des tempêtes de neige durant le COP 15. Il a neigé avant le COP 15, ça a fondu. Oui, oui. Et quand le COP 15 va être terminé,
tout le monde va retourner chacun dans leur pays. Et là, ils vont nous tomber avec de la neige. Ah, là, c'est clair. Oui, c'est ça. Et bon, on va retrouver ton copain qui est bien connu de mon public, qui s'appelle... François Chartrand, oui. C'est mon mari, c'est mon époux aussi. Ben oui, Agnès, c'est toi. Oui, c'est ça, oui. Parce qu'on vous revoit des fois sur Internet, sur YouTube. Hein? Oui, parfois, oui. Ah, eh bien. Alors, on va s'en aller en studio à la chaleur. Je vais enlever ma tuque de Père Noël. Et évidemment, on va être bien. Entre les deux, vous allez entendre un entretien que j'ai fait avec quelqu'un qui a, lui, été à la réunion du Vieux-Port de Montréal. Alors, de ce pas, on quitte le beau petit parc réservé au cinéma de Michel Brault. Oui. Et c'est à suivre. Exactement. Ben merci. Merci Agnès. Et il y avait ce qu'on appelait le village des peuples autochtones. C'était un petit peu en marge dans le sens que c'était pas directement au centre des congrès, là où il y avait toutes les conférences très importantes avec les premiers ministres, etc. Mais c'était sur le bord du fleuve Saint-Laurent, c'était dans le vieux port de Montréal. Ah bon? Et à cet endroit-là, il y avait ce qu'on appelle un chapoutoine, c'est-à-dire ça ressemble un peu à une maison longue, sauf que c'était encore fait avec des branches d'arbres à l'intérieur. La structure est faite avec des branches d'arbres, mais ils ont mis comme une toile un peu plus moderne, mais ça avait la forme d'une maison longue, et ils appellent ça un chapoutoine. Et c'est là-dedans qu'il y avait les délégués de la conférence. Est-ce que c'était intégré au COP 15 ou c'était vraiment marginal? C'est une organisation à part. Je pense que ça fait partie des événements de la COP 15, du cadre de la COP 15, mais ils n'étaient pas justement au centre des congrès de Montréal. Non. Au palais des congrès. Oui. Disons que ce qu'on appelle ici les Autochtones, ben, ça se trouve être les marginaux de la société. Ils ne font pas partie intégrante de la civilisation moderne. Ils sont encore... je dirais, les dépositaires de l'héritage terrestre de la Terre des civilisations ou des générations passées. Ceux qu'on appelait les nations indigènes. Oui, on les appelle les premiers peuples, ou certains les appellent les peuples originaires de la Terre. Oui. Et donc, eux, ils ont voulu se rencontrer. Est-ce qu'il y avait des représentants de différentes nations à travers le monde? C'est exactement ça. Il y avait des représentants des Premières Nations du monde entier. Donc, il y avait les nations autochtones de l'Amérique du Nord, comme ici on connaît bien les Algonquins, les Cris, les Mohawks, par exemple. Oui. Mais il y avait également des Mapuches qui sont d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, je ne me souviens plus exactement. Il y avait des autochtones de la Sibérie, il y avait des autochtones de l'Australie, du Pacifique. Donc il y avait vraiment tout un éventail de représentants, de chefs. Il y avait des chefs autochtones également du monde entier qui étaient rassemblés à Montréal. Dis-moi donc, moi j'en ai à peu près pas entendu parler depuis le début du COP 15. Là, je ne sais pas si à partir de notre entrevue, il y en a qui en ont parlé un peu plus, là, mais dans les médias, on dirait que ça n'a pas eu lieu. C'est une bonne question. Moi, j'ai pas tellement suivi ce qui se passe à la télévision ou dans les. J'ai lu un petit peu les journaux sur la conférence de la COP 15 des Nations Unies, mais j'ai pas tellement suivi ce qui se passe à la télévision. Mais effectivement, on dirait qu'ils sont un petit peu à la marge. Et tu as rapporté un chandail qui est très révélateur de l'information, les gardiens pour la Terre. Et en bas, il est écrit. C'est écrit prenons soin de la Terre, elle prend soin de nous. On le voit là, on le voit bien. Oui, on voit bien à l'écran. Là, bon. Alors, c'est ça. Alors, prenons soin de la Terre. Eux, ils prétendent évidemment, et peut-être avec raison, avoir maintenu l'état naturel de la planète Terre dans ceux qu'on a appelés les réserves de biosphère. Oui, en fait, l'esprit de la conférence, c'était justement de porter le message à l'effet que les peuples originaux de la Terre, les peuples originels, eux ont gardé les anciennes façons de faire en harmonie avec la Terre. Donc eux, ils se disent, voilà pourquoi il y a le thème des gardiens pour la Terre. Et justement, dans le cadre de ces réunions-là, d'ailleurs ça continue jusqu'à aujourd'hui, dimanche. Oui. Ça continue toute la journée, je crois que c'est la dernière journée. Et donc eux, ils ont présenté le message que eux prennent soin de la Terre parce qu'ils sont en harmonie avec la Terre depuis des millénaires. Et donc, eux, ils ont un mode de vie qui est différent en général du mode moderne, de l'homme moderne. Oui. Même s'ils sont entrés dans la modernité quand même, ils veulent préserver leurs coutumes, leurs traditions.
Ils veulent prendre soin de la terre et ça s'insère dans justement la défense, la préservation, la conservation et la restauration de la biodiversité. Parce que dans le cadre des Nations Unies, on parle maintenant de l'objectif 30-30 pour 2030, c'est-à-dire préserver, conserver 30% des territoires. On parle des territoires terrestres et des territoires marins. Et l'objectif 2020, c'est-à-dire restaurer 20% des territoires terrestres ou marins. Et donc, eux, ils disent, ben, nous, les Premières Nations, les peuples premiers, c'est notre façon de faire depuis toujours. Ouais. On connaît le territoire, on habite sur le territoire. On n'est pas seulement dans les villes, on parcourt le territoire, les territoires, et on a des traditions pour être en harmonie avec la nature, et on a des initiatives, justement. Il y a entre autres le réseau national ou international des gardiens de la terre. Donc, c'est l'une des missions que l'on peut reprendre, être des gardiens du territoire pour réserver à la préservation et la restauration du territoire. Alors, Jimmy, toi qui as travaillé avec eux depuis plusieurs jours, est-ce que tu as l'impression que ce sont des gens qui sont conscients de l'évolution de la technologie, de la science? Ils sont restés avec des valeurs ancestrales, avec des chamans, avec des guérisseurs, des medicine men, des gens qui ont une sagesse, je dirais, qui se rapporte à des concepts anciens. Est-ce qu'il n'y a pas un gap des civilisations, un fossé entre leur réalité et notre réalité aujourd'hui grâce à la science, au développement de la technologie et de l'électronique? C'est pas eux qui ont inventé les carabines, c'est pas eux qui ont inventé les skidoo, c'est pas eux, et pourtant ils s'en servent. Oui, ben, bon, je peux seulement donner mon impression là-dessus, oui. Mais je pense qu'ils sont quand même entrés dans le monde moderne. Ils n'ont pas le choix d'ailleurs, puisqu'il faut qu'ils transigent avec les gouvernements, il faut qu'ils, oui. Pour aller à la conférence de la COP15, il a bien fallu qu'ils prennent l'avion. Donc ils sont quand même entrés dans la modernité. Cependant, ils reconnaissent qu'ils ont des traditions et des coutumes ancestrales qui sont très anciennes, et même eux reconnaissent qu'il y a eu des cassures avec le passé, avec leurs propres traditions très souvent. Ouais. Ouais. Et il y a eu, bon, au Canada, il y a eu qu'on appelle ça, les pensionnats. Donc, on a pris les enfants autochtones, on les a mis dans les pensionnats, on leur a dit ne parlez pas votre langue maternelle, apprenez l'anglais ou le français. Bon, donc il y a eu des cassures, ils reconnaissent toutes ces cassures-là, ils reconnaissent qu'il y a eu des traumatismes, mais eux, ils tentent de renouer avec les traditions anciennes, parce qu'il y a encore ce qu'ils appellent des détenteurs des connaissances, ou des sages, on peut les appeler comme ça. Il y a encore des sages, des anciens avec lesquels, qui eux, se rappellent comment survivre sur le territoire, par exemple, comment être en harmonie avec la nature. En un mot, ce serait ça. Alors, c'est ce qu'ils ont développé, chacun qui venait parler, dont toi tu as fait la traduction, et c'était à écouter des gens qu'on appellerait des sages, des wise men en anglais, là, des gens qui ont une compétence. Est-ce que tu es sens vraiment intégré? Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on les écoute pas? Pourquoi on les entend pas dans les médias ou ailleurs? Je peux pas vraiment répondre à la question, mais eux, c'est justement ce qu'ils disent. C'est on ne nous écoute pas. On a piétiné nos territoires. On n'a pas respecté nos coutumes. D'ailleurs, un de nos messages, c'est beaucoup de parler du respect. Parler du respect de la terre, parler des 4 éléments. Donc, au début de cette conférence-là des nations autochtones de la terre, ben c'est ça, ils ont commencé comment? Ils n'ont pas commencé comme on commencerait une conférence, nous, en général. Ils ont commencé avec un feu sacré. Ensuite, ils ont reconnu les 4 éléments de la roue de médecine. L'eau, la terre, le feu, le 4e, eau, terre, air, feu. Ensuite, ils ont fait une cérémonie du calumet. Oui. Donc, c'est ça. Donc, ils ont beaucoup parlé de respect, ils ont beaucoup parlé de l'esprit ou des esprits, des ancêtres aussi. C'est des rituels qui sont un peu plus spirituels, mettons. Évidemment, il y a des rituels dans la matière avec des objets, le feu, l'eau et tout ça. Mais c'est pas convaincant pour les rationnels que nous sommes dans la modernité. En effet. On ne prend pas de temps à l'école quand la classe commence, ça commence, puis c'est tout. Il n'y a pas
C'est ça, avec le foin, fumée, bon, puis, le foin d'odeur. des encens, des odeurs. Oui, c'est ça. En effet, c'est sûr, mais même eux, ils ont perdu une partie de leur tradition. Ouais. Par exemple, à la conférence, ils ont parlé de la cérémonie du tambour. Il y a un des chefs qui a donné une explication brève du tambour, l'importance du tambour pour les peuples autochtones. Alors, il expliquait, et lui-même disait, selon notre tradition, voilà comment ça se passait. Il dit même, pour nous maintenant, c'est difficile à croire parfois, parce qu'on expliquait qu'ils faisaient la cérémonie du tambour, et que dans la cérémonie du tambour, le tambour leur parlait et les guidait. Les guidait pour la chasse, par exemple, en disant « Allez dans telle partie du territoire parce que c'est là que vous allez trouver votre subsistance, c'est là que vous allez pouvoir chasser et trouver votre subsistance pour pouvoir vous nourrir. » Bon, alors, donc, il y avait comme un monde spirituel avec lequel ils étaient en contact grâce à ce qu'ils appellent le tambour ou la cérémonie du tambour. Et ça ramène à des connaissances chamaniques finalement. Ah oui, hein, c'est ça. C'est ça. Et il y a la cérémonie du calumet sacré. Ça, ils l'ont pas mentionné à la conférence, mais j'ai déjà entendu 2 fois l'explication du calumet. Si tu veux, je peux te la donner parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Ben oui. Le calumet, lorsqu'ils fumaient le calumet, premièrement, c'était pas fumer comme fumer une cigarette ou fumer une pipe pour se divertir. C'était seulement dans des moments sacrés très importants. Et écoute bien comment ils racontaient comment ça se passait. Lorsqu'ils avaient une décision très importante à prendre, ils faisaient la cérémonie du calumet. Et ce qu'ils faisaient, c'est que, je ne connais pas bien les détails, mais il y avait toute une cérémonie. Je crois qu'ils chantaient et ils dansaient pendant une certaine période de temps. Ensuite, ils se retiraient. Et là, il y avait une roche. Et ils attendaient la réponse. Et si la foudre tombait sur la roche, c'est qu'ils avaient la réponse affirmative à leur question. Et bon, est-ce que c'est vraiment arrivé comme ça? C'est ça qu'on dit, là. Nous, on aurait de la difficulté à y croire. Dans le calumet, est-ce que c'était ce que d'autres prétendent être des herbes hallucinogènes, des plantes? Pour la cérémonie du tabac, je ne sais pas. Je crois que c'était du tabac, simplement, pour la cérémonie du calumet. Mais je ne suis pas expert. Hein. Parce qu'on dit, c'est ceux qui fumaient du pot. Oui, je comprends. Ça créait une ambiance. Est-ce que c'était une hallucination? Je ne peux pas te répondre. Oui, mais que ça amenait l'état d'esprit à un autre niveau, un peu comme si on prenait de la boisson. Oui, c'est une bonne question. Malheureusement, je ne suis pas habilité à te répondre précisément. Mais c'est ça. Mais cette explication-là, je l'ai entendue 2 fois par des chamans, je ne sais pas si on peut les appeler des chamans ou des détenteurs de sagesse autochtones qui ont donné cette explication-là. J'ai entendu ça à 2 reprises, à 2 événements séparés. Alors, Jimmy, un mot de la fin? Tu as d'espoir pour notre monde grâce à ces êtres-là, aux gardiens de la Terre? C'est difficile à dire. Eux, quand même, ne représentent que pourcentage de la population terrestre. Ouais. Est-ce qu'ils ont ils ont pas toutes les manettes de pouvoir entre les mains? Ils sont en train de donner une leçon aux autres, aux civilisations développées avec des gouvernements, des contrôles pharmaceutiques et militaires et industriels. J'ai comme l'impression qu'ils nous donnent une fameuse de bonnes leçons. Peut-être en conclusion, je peux dire ce qu'eux ont dit justement à la conférence des peuples autochtones de la Terre, c'est qu'ils ont dit, en substance, ils ont dit tous les termes que vous utilisez maintenant, les termes à la mode, comme le développement durable et tout ça, mais nous, on le fait depuis toujours. C'est juste que vous, c'est devenu comme une mode pour vous, mais nous, on le fait déjà. Peut-être que vous auriez intérêt à nous écouter davantage. Et également, si on est sur un territoire, laissez-nous gérer le territoire également, puisque nous, on a la tradition, on a les connaissances millénaires, on sait comment faire bonne intendance. Donc, ça veut dire prendre soin de la terre. C'était ça un peu leur message aussi, que je peux peut-être donner en conclusion. Nous, notre principe, c'était progrès, et puis c'est aussi le profit. Alors, il faut toujours que l'entreprise fasse un profit plus grand que l'année d'avant. Tu sais, c'est toujours augmenter les profits d'année en année. Fait que finalement, c'est la course à acquérir, alors que eux, c'est à conserver
à conserver l'état des choses pour qu'elles reproduisent et que d'année en année. Tandis que là, on a complètement dénaturé la nature, l'agriculture, on produit chimiques là-dessus, puis au bout de la ligne, on s'aperçoit qu'on a dévitalisé la planète Terre. J'avais déjà lu quelque part, malheureusement je ne me souviens pas où, que dans l'avenir de la Terre, il va y avoir deux façons de vivre. Il va y avoir l'ancienne façon de vivre, donc l'ancienne façon des peuples autochtones de la Terre, parce que eux, ils arrivaient quand même à une certaine harmonie sur la Terre, sur le territoire, et qu'il va y avoir de la nouvelle façon, qui n'existe pas encore vraiment sur la Terre, mais que notre façon de vivre, où on saccage la Terre, qu'elle n'existera plus. Il va y avoir l'ancienne façon, et il va y avoir la nouvelle façon. La façon actuelle n'existera plus. OK, donc, oui, avec un respect de l'équilibre de tout. C'est à souhaiter. On te retrouve, Jimmy, sur la fin de l'émission pour répondre à la question. Maintenant, je la comprends mieux et imaginez que ça m'a pris du temps pour comprendre qu'est-ce qu'il voulait que je demande. C'est pas de poser une question aux êtres extraterrestres, aux êtres de l'espace, mais c'est plutôt de donner des arguments à notre défense. Parce que là, on est dans la période après le COP 15, phase 2 de 2022. Les 10 ans sont passés. Ils prennent les 2 mois qui viennent, c'est-à-dire le mois de janvier, le mois de février, pour donner leurs décisions, leurs sentences. Alors, on fait maintenant ce qu'on appelle des représentations sur sentence. C'est à nous de donner des arguments, des idées qu'eux vont écouter pour que la sentence soit pondérée, évaluée à sa juste valeur, en ayant notre point de vue à notre défense. Alors, représentation sur sentence. On se retrouve à la fin de l'émission, Jimmy. Tu vas nous dire ce que tu proposes, ce que tu as à dire à ces êtres-là en défense, pour justifier l'attitude de nos, nos dirigeants depuis... On parle un peu du jugement de la Terre, c'est ça? Oui. Oh, okay. De l'humanité. D'accord. Merci. Moi, j'ai un nom de famille d'origine flamande, hollandaise. Et ça se prononce? Peters. Peters. Peters, oui. Peters. On va en voir des extraits à l'occasion, comme ça, oui, exactement, selon ce qu'on va se dire, et puis aussi des images que tu nous proposes de regarder en cours de route. Alors, je me fie sur toi. C'est toi qui connais très bien ta matière. C'est très impressionnant ce qu'on a à présenter ce soir au grand public. C'est même conséquent avec le congrès COP 15 de Montréal, qui est phase 2. COP 15 de Copenhague au départ, il y a 12 ans de ça, en 2009. Maintenant, on est en 2022, en décembre 2022. Et là, on est à se demander qu'est-ce qui va nous arriver sur la Terre si, comme on le prétend, on s'en va à notre perdition, épuisement des ressources naturelles et tout le reste. Et toi, tu arrives avec un travail d'une Européenne qui avait l'œil sur les Premières Nations. Oui, exactement. L'œil sur les Premières Nations, pourquoi? Parce qu'il y a une espèce d'écho qui fait... l'écho, c'est que nous aussi, on était des clans. Avant qu'on ne se fasse génocider par les Romains, nous étions des clans aussi. Il y a quelque chose de complémentaire, enfin de similaire plutôt. Nos origines sont communes. Au niveau de la cosmologie, tout ça, c'est toutes des choses qui sont similaires. Puis, justement, mais le problème, c'est qu'en Europe, on a complètement perdu. En tout cas, en apparence, il y aurait besoin de se souvenir de ce que justement les Autochtones ont réussi à garder. Mais penses-tu que les Autochtones que tu as rencontrés ici sur la Côte-Nord sont nature? Est-ce qu'ils n'ont pas été totalement modifiés dans leur philosophie, dans leur façon de vivre, dans leur façon de manger même, et de se nourrir? Donc, oui, à première vue, quand on rencontre au départ, c'est ce qu'on voit, oui. Oui, ils ne vivent plus dans des igloos, les Esquimaux d'en haut, là, ils ne vivent plus dans des igloos de neige, ils vivent dans des maisons, des bungalows. Oui, oui, je sais, oui. Moi, j'ai rencontré surtout les Inuits, pas les Inuits, c'est encore autre chose, c'est vrai. Ah oui, ok. Donc, je ne vais pas parler de ce que je ne connais les pas. Les Inuits, c'est ceux d'en bas, sur le bord du fleuve. Les Inuits, c'est ça, oui, voilà, exactement. La Côte-Nord. Et les Inuits, Inuits, c'est ceux d'en haut. Oui.
Nous sommes maintenant en présence de Agnès Peters et ça nous a permis d'avoir des extraits d'un document qui va faire une tournée dans la province de Québec. Vous êtes ici pour accompagner votre réalisation. Vous êtes la réalisatrice, productrice et celle qui a conçu ce document-là. L'objectif, c'était? De contrer à la méconnaissance mutuelle des peuples. Ça, c'était l'objectif premier. Des peuples. Des peuples, exactement. Des peuples, c'est-à-dire surtout au niveau des peuples du Nord, québécois, mais aussi au niveau de l'Europe aussi. Donc de contrer à cette méconnaissance mutuelle, parce que donc en Occident, dans les pays européens, on ne connaît absolument rien des Inuits, des autochtones, mais des Inuits. Qui parlent le français aussi, c'est important. Alors dans votre document, on les voit dans le milieu réel. Oui, exactement, oui. J'ai hésité à dire naturel, mais ils sont loin d'être tout à fait comme naturellement ils étaient il y a une ou deux générations. C'est clair, c'est clair. Ils se promènent dans skidoo, ils ont les carabines pour la chasse, c'est plus les harpons, c'est plus les chiens avec les traîneaux. Là. Non. Puis justement, ils sont donc dans la réserve, c'est dans la réserve que je les ai filmés. Oui. Dans la réserve même. Est-ce qu'ils aiment se faire dire ça, qu'ils sont dans une réserve? C'est comme certains, une bonne cave à vin, là, tu sais, une bonne réserve. Réserve animale, oui. Ouais. Certains oui, certains non, ça dépend. Okay. Quelque part, dire que le mot réserve, quelque part, il y en a qui disent qu'ils aiment qu'on le dise. Pourquoi? Parce que, quelque part, ça montre les abus, ça dénonce les abus cautionnés. Donc de dire ça montre à quel point c'est grave. On ne dit pas prison, mais ça ressemble à ça. Voilà, exactement. Donc, quelque part, il vaut mieux, et je comprends, moi je trouve que c'est mieux de le dire que de parler de communauté. Certains préfèrent dire, nous sommes de la communauté de Nutashquan, par exemple, ou de Mingan, et il y en a qui préfèrent dire, on vient de la réserve Mingan ou de la... ça dépend. Ah, la réserve, c'est comme... C'est horrible, on t'a mis dans un coin, puis il reste dans ton coin. Oui, Est-ce qu'ils peuvent en sortir? Est-ce qu'ils peuvent vivre... comme tout le monde, dans une ville, je ne sais pas moi, à Sept-Îles ou tout ça, ou est-ce que s'ils sortent, ils n'ont plus les privilèges d'un natif? Parce qu'ils ont des bons privilèges ou ils ont plus ou moins des privilèges? Mais ils ont des privilèges tant qu'ils restent dans la réserve. Et ils ont le droit d'aller à la chasse, d'aller à la pêche sans permis de chasse, sans permis de pêche. Puis il y a même des voyages organisés, donc ils partent en hydravion, par exemple. Moi j'étais invitée dans un voyage avec eux. Ah oui? Et ils m'ont invitée dans leur camp de chasse. Je suis allée... donc dans un camp de chasse. Dans leur réserve, le camp de chasse. Là, c'est en dehors de la réserve. C'est vraiment des camps qui sont dans la montagne, dans les terres, vraiment. Mais c'est le gouvernement qui paie en fait le voyage en hydravion, qui pourvoit aux nourritures, etc. Et donc pendant 2-3 mois, donc tout l'automne, ils partent comme ça plusieurs mois donc dans leur camp de chasse, comme ils disent. Mais alors, là, vu de l'extérieur, avec tes propos même, on dirait qu'ils ont la belle vie. Payé par le gouvernement, des subventions extraordinaires, l'avion. Essaye de voir un civil, ou j'allais dire Vu de l'extérieur, on se dit, voilà, ils partent en hydravion. D'ailleurs, moi, quand je suis invitée là-bas, je me dis, waouh, j'ai jamais pris l'hydravion de ma vie, c'est incroyable. Puis eux, depuis qu'ils sont jeunes, ils vivent ça fait partie, c'est comme nous prendre l'autobus. Voilà. Mais bon, il n'en est rien, quoi. C'est juste... Pourquoi? Parce qu'en finalement, on pense qu'ils vont avoir accès à des redevances, qu'ils vont avoir accès à des budgets, mais finalement, c'est pas le cas, quoi. Ils n'ont pas accès à tout ce qu'on prétend. On entend continuellement des traités, des fortunes qu'on leur envoie, qu'on leur donne, puis on se demande où est-ce que ça en va, l'argent. Oui, mais justement, oui, c'est ça. Ah oui, mais t'as fouillé, t'as découvert. Ça, justement, c'est ce que j'ai découvert, c'est que tout ça, c'est une fourberie. Moi-même, j'étais au départ, je veux dire, pas victime, mais quand même, parce que j'ai fait confiance à la parole donnée. Et c'est un peu ça qu'on a en commun, c'est que quelque part, nous sommes issus de traditions orales, mais aussi. Et que la parole a valeur de loi, puis que quand vous avez une entente avec un chef, ou alors un gestionnaire de projet, c'est que, voilà, vous, dans les yeux, vous dites, OK, il y a cette entente, c'est une entente verbale qui a valeur de loi, puis on y va. On dit poignée de main souvent, puis c'est réglé. Exactement, oui, tout à fait. Mais ce n'est pas le cas du tout. Et finalement... Pourquoi c'est pas le cas? Est-ce que c'est parce que c'est des malins qui sont à la tête des groupes qu'on appelait tantôt réserves, communautés? Disons que les chefs n'ont pas du tout autorité, en fin de compte, non plus. On pense que les chefs ont une autorité quelconque, mais absolument pas. On les appelle des chefs.
C'est ça, et c'est Ils voilà. sont chefs de ligne. Mais en fait, ils sont agents du gouvernement quelque part aussi, hein, tous. OK. Ils sont agents du gouvernement. Et donc, mais ils tentent, malgré tout, on voit qu'il y en a quand même des leaders naturels, dont le chef que j'avais rencontré dans la réserve de Nutashquan, qui est un leader naturel, justement, et qui essaye, contre toute attente, de quand même se défaire de cette situation. Il tente, par tous les moyens, mais il est lié, il est pris aussi, lui. Comme moi, j'ai été prise aussi à un moment donné dans cette histoire. Il m'a fallu du temps pour m'en défaire et pour vraiment prendre mes distances, afin de garder pouvoir réaliser un travail autonome et en tout cas un travail intègre. Et voilà, donc, et là c'est ce qu'on voit en fait dans le film. T'es-tu senti menacé? Oui, complètement. Ah oui, oui, Ah oui. oui? Oui, complètement. Menacé vraiment. par des menaces Par la en suite du parlant, film. par des paroles ou par des bousculades? Par des paroles et aussi par des faits physiques aussi, ça m'est arrivé, bien sûr. Oui, oui, parce que en fin de compte, vous arrivez là, vous venez d'Europe. Moi, je suis partie là sans rien connaître des autochtones. C'était une volonté parce que je voulais avoir un regard nouveau, en fin de compte. C'est une impudique. Eux ont droit à leur côté privé, tu sais, le jardin secret. Oui, oui, oui. Et rentrer un peu dans leur jardin secret avec les caméras. Oui, mais c'est pas comme ça que je voulais faire au départ. Je voulais justement d'abord, je suis pas rentrée directement avec les caméras justement. Ah bon. J'ai voulu prendre le temps. Je suis pas arrivée là en filmant du jour au lendemain. D'abord, j'ai vraiment observé. C'est pour ça que les repérages ont pris beaucoup de temps. Oui, okay. J'ai vraiment fait le travail de les connaître. Ça a duré très très longtemps. Combien ça t'a pris de temps pour découvrir qu'il y avait deux classes? Les dirigeants qui sont simplement des fonctionnaires, comme tu nous disais, et les autres qui ont la famille, les enfants, et qui se morfondent dans leur petite vie. Oui, 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 oui. Ben, disons il y a ceux qui profitent de la finance, puis il y a ceux qui sont... Ça a pris plus ou moins 6 mois, je dirais. Ah, ça a été vite. Ça a été vite. Même pas un cycle d'un an, c'est quand même vite. En tout cas, ça a pris 6 mois, 6 bons mois. À partir du moment où en fait, en fait, moi, j'allais là pour tourner un long métrage. Oui. Et finalement, c'est pas ça qui a pu se passer, quoi. C'est pour ça que ça s'est transformé en un court métrage. Mais finalement, je suis contente. Pourquoi manque de fonds? Oui, c'est ça. Simplement, les fonds ne sont pas arrivés. Et puis les fonds qui étaient promis, qui devaient arriver? Oui, 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 exactement, qui étaient promis. Fournis par qui? Le gouvernement ou par les communautés? C'était fourni par les communautés, mais à travers le gouvernement, finalement, aussi. Hein. Ah, une subvention qui arrive du gouvernement. Une subvention qui arrive, voilà. Et ça a été sont gérés par des gestionnaires de projets. Oui. Hein, et que les gestionnaires de projets me disent, voilà... Au gouvernement. Voilà, exactement. Bon, et donc, des gens comme toi et moi là, qui se parlent la même langue. Voilà, exactement. Oui, voilà. Oui. Et là, ils disent, ben voilà, il y a divers projets qui seront mis sur la table, comme un projet d'aréna, hein, par exemple, d'une création d'une aréna dans une réserve. Et ensuite, voilà. Et le projet d'aréna, c'était pour qu'ils retrouvent leur autonomie, finalement. Une autonomie... économique. Oui, l'aréna, ça devient une grande salle de réunion aussi. Ça peut faire autre chose que de la glace pour jouer au hockey. Là. Oui, c'est ce qu'on pense, oui. C'est ce qu'on pense, que finalement, ça peut être autre chose, mais quand une réserve est déjà déficitaire, financièrement, qu'elle est quasiment sous tutelle, et qu'elle doit faire fonctionner une aréna, c'est pas le projet le plus ouf pour c'est des cadeaux empoisonnés. Tu l'as dit, on va vous faire un aréna, mais c'est pas dans leur nature, dans leur culture d'avoir un aréna. Non. Et en plus, le pire, c'est qu'on leur dit, c'est pour vous retrouver votre fierté. Hein? Puis on ne va pas donner la fierté à quelqu'un, ça ne se donne pas. Tu détectais tous ces mensonges, ces hypocrisies, ces manipulations, qui finalement les dégradent continuellement, petit à petit, ils vont disparaître. C'est peut-être l'intention des autorités, c'est faire disparaître les autochtones. Tuer l'Indien en eux, ça c'est la phrase que j'imagine que tout le monde connaît, hein, ici au Québec. Tuer l'Indien en eux, c'est clair. Et quand ils enlevaient des enfants aux familles, qu'ils envoyaient dans des couvents. On connaît l'histoire des pensionnats, tout ça, mais bon, mais surtout mais là, il y a un regain. Travers... Il y a un regain oui, bien sûr. À cause de COP15, là où on s'est aperçu qu'il y avait vraiment une volonté de ces gens-là de se montrer à première place. On ne leur a pas donné la première place. Ils sont allés s'installer dans le vieux port de Montréal. Et d'autre part, il y avait beaucoup de gens impliqués avec toute la bonne volonté de notre civilisation moderne pour les aider à trouver une place de choix. Et on se rend bien compte que c'est encore
COP 15 d'intention et l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est ça, exactement. C'est toujours ça, les aider. Hein. Ouais. Cette fameuse aide qu'on veut apporter aux Autochtones, alors que c'est plutôt eux qui nous apportent. Je veux dire, à l'heure actuelle, c'est plutôt les Autochtones qui vont nous apporter l'aide. Parce que finalement, ils détiennent des choses que nous avons perdues au niveau des relations. Quand on découvre un territoire tel que celui-là, quand on vient d'Europe en tout cas, qu'on est habitué à vivre avec une densité de population énorme, Oui. qu'on arrive dans un territoire tel que celui-là, et qu'on arrive finalement à apprendre à se connaître, à savoir qui on est, parce que c'est des choses qui sont hors normes pour nous. On n'a pas l'habitude de vivre dans de tels espaces, et que observer d'autres peuples, ce n'est pas du voyeurisme toujours, non. C'est aussi comprendre comment ils fonctionnent, comprendre comment Mais quelque ils ne part... fonctionnent plus. Alors on comprend comment ils ne fonctionnent pas. Il y a une manière qui ne fonctionne plus, puis il y a une manière qui Il y en a-tu des places? Il y en a qui... Il y a des choses... places où ça fonctionne très très bien. Tu arrives là, puis ils sont proches avec leur façon non, d'être. bien sûr que non. Bon, même dans leur camp de chasse, il n'y en a pas. Je veux dire, Les Américains, fondamentalement... donc, il n'y en a pas tort. Les Américains, eux, ils sont rentrés là, dans les bourgades, ils les ont éliminés, ils les tuaient, ils donnaient des prix à tous ceux qui... Non, il n'y a plus rien de tout ça, c'est sûr. Il n'y a plus rien de tout ce que tu dis. Nous, on les là. a conservés ici au Canada. On a essayé de conserver des Hurons. Mais ça ne se des conserve Abénaquis. pas des gens. C'est pas quelque chose qu'on met dans le formol, tu vois. C'est Ouais. ça. Moi, j'en pense, le mot conserver, on n'a pas à les conserver parce que le mot conserver, c'est justement, on entend le terme conservateur aussi. Conserver, ça veut Et aller dire au que conservatoire. ça reste comme ça, immuable. Or, les Autochtones, ils ont le droit à l'évolution aussi. Et Ah. donc, c'est pas parce que ils ne font plus, qu'ils portent plus de plumes, qu'ils ne portent plus, qu'en apparence, ils ne se comportent plus tel qu'on le croyait ou tel qu'on l'a connu dans Ils tannent jadis. plus la peau de castor. C'est pas là, pour puis- ça qu'ils ne sont plus des autochtones. C'est ça que je veux montrer dans ce film, c'est que quelque part, Qu'est-ce que c'est l'essence d'un autochtone? voilà, qu'est-ce que c'est Oui, l'existence mais d'un est-ce que autochtone. tu as mis le doigt dessus? Oui, je les ai vus Ah, moi. ben, je veux t'entendre. C'est ça que j'ai vu. Et Ben, je veux malgré t'entendre. qu'ils sont dans leur réserve, par exemple, il y a une scène où on voit ces autochtones qui sont en train au moment même où les pelleteux sont en train de pelleter donc cette grande place qui va devenir bientôt une aréna, Les fondations pour les la fondations, nouvelle etc. arena. Donc Oui. on va y creuse. À ce moment-là, il y a justement l'enterrement de ce chef autochtone qui a signé, donc pour lui c'est son testament politique, ce terrain. Et donc moi j'ai fait l'analogie au niveau de l'image où on voit donc ces pelleteuses et en même temps ces autochtones qui sont en train d'enterrer leurs proches, leur chef, hein, Ah, leur ouais. père. Le jour de Le jour l'illumination. même qu'ils sont en train de pelleter, donc le jour même, pendant qu'ils sont en train de pelleter, Ils prennent des pelleteuses pour faire ils prennent les pelleteuses pour préparer le terrain. Quelques centaines de mètres plus loin, dans cette même réserve, ils sont en train d'enterrer leur père, certains, Comment ils ou font? leur chef, et ils le font ensemble. Donc ils sont habillés comme vous et moi, hein, mais ils le font ensemble. C'est-à-dire que dire- les enfants, les parents, Ouais. les proches prennent une pelle et participent eux-mêmes à l'enterrement de leur père. Ils le font et toute la communauté le fait. Tout le monde finalement participe à l'enterrement de manière physique, dans le temps, réellement, et du début à la fin. Ça, c'est Hein? dans leur tradition. Et ça, c'est leur tradition. Nous, Alors on quand voit pas ça, on ouais. ne le voit pas parce qu'il faut du temps pour arriver au commencement, justement. À ce commencement où on se dit, mais oui, on croit qu'en apparence, ils ont perdu, ci et là, ils sont plus pareils, mais ils ont droit aussi à l'évolution, eux. Ils évoluent par rapport à ce qu'on leur a infligé, ils se sont adaptés, ils ne se sont pas toujours posés en victime, comme on pourrait le croire, mais ils ont fait fi de ça, ils se sont dépassés. Leur potentiel humain, leur potentiel en tant qu'autochtones et en tant qu'humains, eh bien donc ils ont fait fi de ça, c'est une espèce de transmutation comme ça, donc ils ont gardé certaines traditions, ce rapprochement des uns envers les autres, cette espèce d'esprit holistique au niveau de la cosmologie, etc., le fait d'être unis, de s'unir pour une seule cause, c'est resté ça. Et il n'y a pas que dans cette scène-là, il y en a dans d'autres scènes, d'autres moments. Oui, je trouve ça beau, là, l'analogie entre on creuse les fondations d'un aréna, puis eux creusent, mais à la Parce main. que l'un creuse la mort des autochtones, et l'un
quelque part, c'est la vie, même si on enterre quelqu'un, un cadavre défunt, un cadavre, mais ouais. c'est la vie que l'on voit. Moi, c'est la vie que j'ai vue là-dedans. La vie de la communauté. Voilà, c'est pas... Ici, tu vois plus ça. Non, les gens c'est fini. se rendent à queue leu-leu. C'est un étranger. C'est ça, le cercueil, puis après ça, ils le mettent dans la terre. Voilà. Personne n'a creusé, ça a été une pépine qui a fait le trou. Voilà. Après, tout le monde s'en va. Tout ce monde est détaché. C'est ça. Il n'y a aucun affect, okay. L'affect en fait. Ok, c'est là que tu dis que c'est l'affect. l'essence de l'être qui est encore respecté, qui est encore là. Oui, puis il y a une c'est ça. petite flamme qui demeure. Oui, puis elle est beaucoup plus profonde qu'on ne pense. Oui. Beaucoup plus profonde. Là, je prépare le terrain pour ton compagnon. Hein, Oui. On en a parlé tantôt au bord de la rivière Richelieu. Il s'appelle François Chartrand. Oui. Parce qu'on va aller dans l'autre aspect de ce dossier amérindien. C'est, à mon point de vue, le moment de vérité. Une société très évoluée, je devrais dire très progressive, comme notre civilisation, le progrès matériel surtout, a perdu pied sur le côté spirituel. On a fermé les églises. Ils ont commencé par être des centres de bingo. Dans les sous-sols, on avait des réunions de bingo, mais la messe le dimanche, il y avait de moins en moins de gens. Même la messe de minuit, c'est à peine si des gens vont se déplacer pour y aller cette année. Maintenant, c'est à peu près terminé le rituel religieux, à peine. À peine, parce qu'encore, nous aussi, notre flamme, elle demeure encore allumée à certaines occasions particulières, comme l'enterrement d'un cher, d'un proche, ou bien on va à l'église, ou le baptême, ou le mariage. Encore, il y en a qui y vont. Mais là, on est donc en face d'une confrontation. Le progrès contre ce qui était et qui ne sera plus jamais pareil. Et là, on est en train de réaliser que même ce que nous avons connu dans notre vie, toi, moi et nos proches, est en train de basculer là, sous nos yeux, Évidemment. Oui. Et alors, est-ce qu'il ne nous arrivera pas à notre tour d'être mis dans des réserves? Parce qu'il y aura des robots, il y aura des androïdes, il y aura de l'électronique, on sera devenu une chose comme on fait une chose avec les animaux puis tout ça. Ça. Alors, on va tomber, on va perdre pied, de la même manière qu'on l'a fait perdre aux Autochtones. Mais on l'est déjà, c'est pour ça que je suis partie d'Europe, c'est parce que la situation était, je vais reprendre ce terme, normée. Tu peux reculer un peu? Oui. Ah oui. C'est que justement, il faut sortir de cet aspect normé-là. Et que justement, il faut pouvoir, en fait, je pense que le monde entier l'est en fin de compte. Le monde entier est déjà cadré, on est déjà cadré là, et pas qu'un peu. Puis il faut des contrepoints, un contrepoint pour nous permettre de voir que nous le sommes. Parce que la plupart des gens pensent qu'ils sont en liberté, là, qu'ils sont libres. Hein? Ah oui. Et donc par l'exemple des Autochtones qui, malgré tout ce génocide, malgré tout ce qui leur est arrivé, justement, eux arrivent à transfigurer ça et à rester quand même, à garder une part d'eux-mêmes, malgré tout ce qui leur est arrivé. Tout comme quelque part, même nous en Europe, il y a des choses qui sont restées, comme la tradition orale par exemple, même si on écrit que voilà, depuis que les Romains, depuis qu'on a dû écrire la loi orale, que Clovis a dû s'agenouiller et écrire la loi orale, eh bien on a gardé ça en nous. Énormément de choses perdurent encore, sont inscrites dans les pierres. Les pierres nous parlent, l'art nous parle aussi, parce que on a développé aussi à travers l'art toutes sortes de messages et toutes sortes de figures qui nous permettent de nous en souvenir. Et c'est pour ça que l'art a une grande place aussi, plus de place en tout cas qu'ici en Europe, c'est qu'à travers l'art, à travers le langage de l'invisible, on arrive à s'en souvenir et garder ça vivant en nous. Mais toi-même, tu es artiste. Oui, c'est mon premier... Tu fais de la peinture, oui, c'est bien. Ben là, je vais passer le micro à notre ami qui attend dans son coin et qui bouille. Mais avec lui, je sens que... il boue, ouais. À tantôt. Agnès, c'est mon épouse. Et ça, je trouve ça, c'est assez important, ça, parce que il y a quand même quelque chose de sacré dans le mariage. Et puis, on se rend bien compte là qu'il y a une perte de sens. On parle souvent de moi comme étant le copain d'Agnès. On oublie le fait qu'un mariage, c'est quand même important. Et il y a quelque chose de sacré là-dedans qu'il faut respecter. Et puis, ce que je préparais, dans le fond, ben, c'est avec Agnès que je le préparais, surtout pour être capable d'arriver à faire un travail en complémentarité, l'homme et la femme, dans ce lien sacré du mariage,
où on peut arriver à mettre nos forces respectives dans un effort commun pour arriver à déployer des moyens qui autrement, on peut pas arriver à ça juste avec une copine, là. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond là-dedans. Et parce que moi, je suis très visible, comme tu dis, j'ai quand même fait beaucoup de vidéos. Mais Agnès a toujours été avec moi à 100% et tout ça n'aurait jamais été possible sans elle. Et sa participation, elle a besoin d'émerger pour qu'on puisse voir clairement qu'il s'agit vraiment ici d'un couple uni par les liens du mariage et que c'est un lien qui est sacré. Et que ça prend du temps. Ça prend du temps avant de forger ça. Depuis le COP 15 de Copenhague et le COP 15 de Montréal, on a demandé aux gens, prouvez-nous, faites la preuve que vous êtes capable de sauver votre planète, sinon vous en allez en perdition. Le Titanic a frappé l'iceberg, il coule. Ça, c'est définitif et c'est un fait incontournable. Tant et aussi longtemps qu'on ne manifestera pas notre potentiel, nous serons en péril. Mais le péril devient extrême en ce moment, très grave. Pour manifester notre potentiel, il faut être en péril. Ben, j'ai toujours dit ça. Moi, je pense absolument que tant et aussi longtemps que l'humanité en entier ne sera pas placée devant la perspective de la fin du monde, c'est-à-dire que l'humanité en entier retient son souffle et se dit, mais est-ce que c'est la fin? Est-ce qu'on est arrivé à la fin? Et je pense que c'est uniquement quand tout semblera perdu qu'on verra vraiment le vrai visage de l'être humain. Et je pense que beaucoup de ces puissances coloniales et autres, le globalisme et cette élite qui est devenue si dépravée, qu'ils ont projeté sur l'humanité cette dépravation qui, aujourd'hui, culmine dans un cafouillage tellement global et tellement grave qu'ils vont provoquer ce qu'ils craignaient, c'est-à-dire le dévoilement, le déploiement d'un potentiel tout à fait inconnu et mystérieux même les extraterrestres ont peur de ça. C'est pour ça qu'il y a une controverse dans tout le cosmos concernant l'humanité. Personne ne sait de quoi on est vraiment capable. Mais si on considère qu'on est issu de la source qui a créé toute chose et qui nous a donné cette soif de liberté et cette soif d'autonomie ou d'indépendance, la capacité de décider par nous-mêmes, d'avoir une intelligence qui est autodéterminée, qui est souveraine, qui est capable de choisir parce que je pense que c'est ça la grande question qui vient des autorités cosmiques. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Mais comment peut-on savoir lorsqu'on s'est fait imposer une fausse identité remplie de culpabilité? On a détruit la planète, on a persécuté les peuples autochtones, on a fait ci, on a fait ça. On n'a rien fait de tout ça. Jusqu'à présent, on n'a rien fait. Tout ce qu'on a fait, c'est subir une situation très injuste. Et si on remonte l'histoire assez loin dans le temps, des milliers d'années en arrière, on découvre que ce conflit est d'origine extraterrestre, en fait. C'est parce qu'on entend beaucoup parler dans les médias et dans les médias alternatifs de l'origine extraterrestre de l'humanité, avec tous les monuments anciens qui montrent des évidences d'une technologie très avancée qui, soi-disant, nous viendrait des extraterrestres. Mais si c'était le cas que des extraterrestres nous ont donné un savoir très avancé, c'est-à-dire une connaissance très avancée sur le plan technique, et qu'est-ce qui est arrivé lorsqu'on dit qu'il y a des civilisations qui ont été effacées de l'histoire par une puissance étrangère? Je ne crois pas ça du tout, moi. Nous avons commis des erreurs très graves parce que cette science nous a été livrée d'une façon désordonnée. Et si on découvrait que c'était pas ça le plan originel et qu'il y a d'origine des acteurs d'origine extraterrestre qui ont faussé notre destin, qui ont faussé les plans et qui ont causé des déséquilibres et qui ont causé énormément de souffrances qui culminent aujourd'hui dans ce paroxysme de folie qui est en train de mettre toute l'humanité en danger. Et si on découvrait que tout ça part d'un monde extérieur au nôtre... Bon, alors il faut le pointer du doigt, puis il faut l'accuser, puis il faut le mettre au banc des accusés, puis le condamner. C'est ça. Alors c'est qui ça? Ben, il y a des lignées sur Terre, il y a des familles, des maisons royales, il y a des gens qui se targuent d'être les héritiers et les gardiens de traditions d'origine cosmique.
et que c'est de là qu'ils justifient leur arrogance, comme quoi ils ont le droit de dominer sur le reste de la planète, et que cette cabale de tout-puissants qui se sont arrogués le droit de prendre des décisions à notre place, tout en manipulant notre psychologie pour nous faire croire que c'est nous qui avons décidé, et que c'est nous qui sommes coupables, et que c'est nous qui devons... par exemple... Les enfants qui se révoltent contre leurs parents. Parce qu'ils ont joué à faire croire au Père Noël, aux petits-enfants. Soyez gentils, Mais le quel Père parent? Noël va vous donner des cadeaux. Les parents ont utilisé cette même technologie, cette même psychologie avec leurs propres enfants. Et c'est le fruit de la nature humaine. Mais on sait très bien quand les parents chicanent, les enfants sont profondément troublés. Et donc, ce conflit qui prend sa source... Mais quand ils se séparent, ça leur fait deux familles qui donnent des cadeaux à Noël. Il y en a qui ont découvert le poteau rose. En réalité, là, Richard, ce qui en ressort de tout ça, là, c'est que c'est terminé l'enfance pour nous. Là. Va falloir qu'on devienne plus mature, puis très rapidement. Puis moi, je suis certain qu'on est capable. Mais le simple fait de reconnaître que le conflit qu'on vit sur Terre... Qu'est-ce que tu changerais? Ben, il faudrait, premièrement, dévoiler au monde entier qu'il y a sur Terre un empire qu'on pourrait qualifier de satanique, et que cet empire existe depuis très longtemps et est très, très puissante. L'opéra de Faust. Et Satan conduit le bal. Voilà, ou on peut l'appeler Lucifer. Lucifer, les maître... démons chassés dans les entrailles de la terre. Ouais. Lucifer, maître de notre monde, jusqu'au jour où on découvre qu'il n'a pas l'unanimité de là où il vient, qu'il y a des forces qui sont pro-humaines et qui sont tout à fait opposées à ce que Lucifer a eu comme impact dans notre civilisation. Ces forces-là ont l'impression que c'est maintenant le temps d'intervenir. C'est le temps d'intervenir parce que le fleuve de l'histoire nous mène jusqu'à un point culminant où on va se jeter dans l'océan du cosmos. Le fleuve de l'histoire humaine arrive dans l'océan du cosmos, et là, il y a une barrière à traverser parce que le cosmos n'accepte pas... Ça prend un passeport, hein? Il y a trop d'inconnus. Il y a trop d'inconnus, et cet inconnu, c'est l'être humain. Et c'est le grand mystère qui doit être dévoilé très rapidement, parce que sans ce dévoilement de notre potentiel, de ce qu'on est vraiment, ben il n'y a pas de résolution possible de cette crise. Alors, comment ça va se dérouler, les événements à venir? On va faire une arche, on va trouver les meilleurs représentants de la nature humaine, des personnes bonnes, justes, etc., comme on dit... Les conséquences des interventions venues de l'extérieur de la Terre depuis des milliers d'années se sont accumulées jusqu'au jour... Moi, je pense que lorsque la crise sanitaire qu'on a connue, qui a commencé il y a environ 2 ans, il y a des lois cosmiques qui sont entrées en vigueur. Des lois qui sont basées sur la révélation d'une réalité cachée. Et pourquoi ils ne sont pas intervenus malgré les horreurs qui ont été commises, des crimes contre l'humanité, c'est parce qu'ils voulaient qu'on voie dans nos affaires, par nous-mêmes, qu'on puisse constater qu'il y avait réellement un pouvoir occulte, caché, qui était à l'œuvre depuis très longtemps et qui ont noyauté tous les avenues du pouvoir, que ce soit l'argent, l'industrie, la finance, la guerre, les armes, la société, les médias, tout ça a été contrôlé par un groupe qui est demeuré caché. C'est un groupe d'êtres humains, mais qui se vante d'avoir l'appui de forces extraterrestres. Mais qu'est-ce qu'il en serait si on découvrait qu'ils n'ont pas cet appui et que c'était simplement temporaire, le temps qu'on se réveille et qu'on comprenne que les extraterrestres sont en fait notre famille, qu'on fait partie de cette famille, et qu'en réalité, nous sommes ici présents capables de renouer avec cette immense famille très, très puissante qui attendait seulement le moment où nous arrivions à vraiment clairement exprimer nos intentions, ce qu'on veut vraiment. Mais tout ça est impossible par cette transposition, cette falsification de notre identité, par la culpabilité. On dit les humains ont fait ci, les humains ont fait ça. Les humains n'ont jamais vraiment eu l'opportunité de faire quoi que ce soit libre de cette oppression d'un monde caché qui, lorsqu'il est révélé, on découvre finalement que tout ça, c'est du passé, parce qu'en réalité, rien de ce qu'on renferme comme potentiel n'a jamais été dévoilé jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ben, il arrive qu'on a le tissu
de l'ordre mondial se désagrège complètement. On le voit sous nos yeux à un rythme effarant. Le tissu de l'ordre social se défait à une vitesse folle. Et là, qu'est-ce que ça laisse? Ben, ça laisse un vide que c'est nous qui allons combler. Et tu faisais la remarque plutôt que les grands dirigeants de cette matrice globale ont été confrontés par des forces extraterrestres qui leur ont dit, écoutez, si vous ne changez pas de trajectoire, regardez ce qui va vous arriver. Ils leur ont montré un futur totalement cataclysmique, catastrophique. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils sont restés coincés dans ces illusions et dans ces peurs parce que ils sont ils sont obsédés ou sont sous l'oppression de fausses représentation de ce que c'est vraiment les extraterrestres, à cause de la rébellion de Lucifer, à cause du fait qu'il y a un conflit dans le cosmos qui se manifeste ici sur Terre. Et la conséquence, c'est que les globalistes, en fait, ont perdu l'avantage dans le jeu. Ils ont perdu pied, ils ont perdu la face, ils n'ont plus d'autorité, ils n'ont plus de crédibilité. Ce n'est pas crédible ce qu'ils font et de la manière dont ils agissent, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas capables de s'ajuster, parce que leur erreur est devenue beaucoup trop évidente. Et c'est une preuve qu'ils ne comprennent vraiment pas la puissance qui existe dans le cosmos, parce que ce qui les a empêchés de s'ajuster, c'est qu'ils avaient peur de leurs ennemis ici sur la Terre. S'ils étaient lucides, c'est pas de ça qu'ils auraient eu peur. Ils auraient eu peur des conséquences venues de l'extérieur sur leur comportement. Et la peur manifeste toujours son objet. C'est ce qui est en train de leur arriver. C'est que là, il y a une orchestration globale et magistrale d'une révélation qui passe à travers toutes sortes de synchronicités, qui passe à travers toutes sortes de moyens qu'on ne peut pas stopper, parce que c'est une présence qui est diffuse, qui s'orchestre à travers tous les individus en présence, qui ont chacun à leur manière des révélations, qui fait que lorsqu'on combine tout ça, la lumière est faite sur cette manipulation macabre qui se justifiait par leur appartenance à une origine extraterrestre, parce qu'ils étaient les gardiens d'un trésor d'origine extraterrestre, mais qu'en réalité, il n'en est rien. C'était une déformation de ce qui était à l'origine, à travers le temps, à travers la perversion des êtres humains qui ont choisi de croire ces choses-là, mais c'était des croyances qui étaient vides. Alors en réalité, ce qui se manifeste sur Terre, là, c'est un ordre supérieur qui implique le déploiement du potentiel humain. À partir du moment où on est capable de déployer ce potentiel, on a un lien direct avec ce qu'il y a à l'extérieur de notre monde, qui va démontrer très clairement que jusqu'à présent, tout ça était enrobé par un épais tissu de mensonges, et que tout ça, finalement, s'efface complètement à partir du moment où on décide que, oui, on a la capacité de remplir ce vide causé par cet effondrement de l'ordre mondial, et ce sont les peuples qui vont le faire, comme tu l'as bien noté. Les peuples, l'identité des peuples. Et c'est très important de reconnaître l'identité du peuple québécois, parce qu'on habite un territoire extrêmement stratégique. Et cette identité est née par le métissage. On a notre réserve, la province de Québec, qu'on a amputée d'un grand morceau, le Labrador. Oui. Alors, c'est pour dire que, finalement, on pourrait très bien transposer votre présence ici à l'émission Ésotérisme expérimental, Agnès et toi, à la société, à la civilisation humaine. Ce qu'on pourrait donner aux Amérindiens, aux Autochtones, aux Inuits, appelons-les comme on voudra, là, c'est des êtres, des peuples. Hein, on les appelle les peuples ancestraux, les peuples. C'est eux, quand on disait, maintenant c'est aux petits peuples, des peuples qui sont petits. Il y a eu la réunion dans le Vieux-Port de Montréal, où il y en avait qui venaient d'Asie, qui venaient d'Océanie, qui venaient d'Amérique du Sud, d'Europe, d'Afrique. Ils sont venus, les peuples, pour rendre témoignage de ce qu'on leur a fait subir et la manière dont on les a traités, avec injustice, avec mépris, avec manipulation, etc. Et là, toi, tu me dis, oui, mais l'humanité entière est aussi esclave, est aussi prisonnière dans sa réserve, que ce soit le Québec pour le peuple québécois, mais que ce soit la planète Terre pour le peuple humain. C'est pas d'intervenir et de changer notre civilisation complètement. Non, non. Ce serait qu'ils continuent à respecter
la règle de non-interférence, mais qu'au moins on ait peut-être des relations diplomatiques, qu'on ait un dialogue au moins. Mais eux, ils peuvent nous dire très bien, mais on vous donnera pas toute la technologie que vous voulez, on a des limites, on va vous guider, mais en étant un peu à l'écart, mais au moins on pourra avoir un certain dialogue. Est-ce que, Moi, je leur dirais, est-ce qu'on peut devenir amis? Est-ce qu'on peut avoir des relations amicales, des relations diplomatiques? Mais plus, parce qu'actuellement, c'est secret. Et tout ce qui est relation avec le phénomène extraterrestre, c'est secret. À part peut-être quelques contactés qui, eux, ont la possibilité d'échanger avec eux, mais 99,99% de l'humanité ne connaît pas ces réalités-là. Je te pose une question pratique. Simplement d'avoir la preuve absolument évidente qu'ils existent. Je te donne l'exemple de Paul Hellyer. Il dit, si vous saviez, mais les ovnis existent, circulent au-dessus de nos têtes aussi fréquemment que les avions de grande ligne aérienne. Alors, si on les voyait, ces ovnis-là, au lieu d'être à des vitesses ou des modes d'invisibilité, même aux écrans radars, on ne les voit pas, l'OVNI de la place Bonaventure dont on parlait la semaine dernière, ils ne les voyaient pas sur les écrans radars. Ils ont envoyé 2 avions de chasse d'armée canadienne qui sont arrivés de Bagotville. Un a passé au-dessus, l'autre a passé en dessous de l'OVNI de la place Bonaventure. Celui d'en dessous a dit à la radio, dans son témoignage, le pilote de cet avion-là, il dit, je me sentais comme un maringouin à côté d'un vaisseau qui mesurait 5 fois la longueur, la grandeur d'un terrain de soccer. Et là, tu t'aperçois que c'était pas juste un petit ovni, là, c'était vraiment quelque chose d'immense au-dessus de Montréal, à quelques pas du fameux palais des congrès, là où a eu lieu la réunion du COP 15 de phase 2. Mais ça avait eu lieu en novembre 1990, il ne faut pas l'oublier. Mais quand même, ça montre qu'ils sont capables de faire des manifestations, des démonstrations. Ils l'ont fait cette nuit-là, tout a été dénaturé, même notre chantre de l'insolite. On va attendre, cet attentisme est vraiment gravissime et dangereux, parce que si on attend qu'en fait on va enfin pouvoir révéler notre potentiel humain en 2023, comme on le disait tout à l'heure, eh bien il n'y aura plus personne là, parce qu'on va être tous perdus, ce sera vraiment le chaos, ce sera... Et donc voilà, c'est ça, il faut pas attendre. Est-ce qu'on ne pourrait pas résumer en disant c'est la voie du cœur qu'il va falloir oui, c'est ça. découvrir maintenant? C'est la voie du cœur, la tête, c'est exactement. fini la science, la matérialité, c'est la voie du milieu, la voie du cœur. Oui, c'est pour ça que je suis partie, c'est parce que je voyais des dysfonctionnements humains en Europe, de très graves dysfonctionnements humains depuis très très longtemps. Tu en as découvert ici aussi. Et j'en ai découvert ici, il y en a partout dans le monde, mais pour répondre à ces dysfonctionnements humains, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire attention à l'autre. Et c'est ça, c'est l'affect. La voie du cœur. C'est la voie du cœur, c'est l'affection, l'amour. Et donc, on parle de l'affect parce qu'il y a une tare, l'affection est complètement, l'amour est complètement débridé. Le fait de dire je t'aime n'a plus de sens. Tout le monde dit je t'aime, j'aime ci, j'aime ça, je t'aime ci. On voit quelqu'un 3 secondes, on dit je t'aime. Je veux dire, c'est précieux, c'est sacré. Dire je t'aime à quelqu'un, c'est précieux. Et l'amour, c'est quelque chose de sacré. Oui, en peu de mots, on a besoin d'une amnistie pour les conspirateurs parce que beaucoup de gens impliqués dans ce complot n'étaient pas informés du but ultime et des grands enjeux. Et que c'est eux, leur témoignage, qui sera en même de nous donner les preuves qu'il y avait réellement un complot planétaire d'origine extraterrestre, c'est-à-dire qui était inspiré par une détérioration, une transformation à travers le temps de ce qui était à l'origine. Cette dénaturation du savoir d'origine cosmique, il y a des gens qui pourront en témoigner puis nous montrer que vraiment les dirigeants de la planète étaient réellement sous l'influence d'une époque révolue qu'ils ont transposée à travers le temps de façon de plus en plus déconstruite, de plus en plus décadente, et que cette décadence, cette terrible perversion qui s'est produite, on a besoin de la dévoiler et on a besoin que des gens qui sont à l'intérieur de ces groupes fermés puissent en sortir du secret et parler de ce qu'ils savent, parler de la mentalité de ceux qui prenaient les décisions et de nous expliquer pourquoi eux se sont fait piéger là-dedans, de quelle façon ils se sont fait piéger. Et on va découvrir notre humanité, on va découvrir
qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rendus complices de crimes graves, mais qui en réalité sont prêts à faire amende honorable, à chercher la rédemption et à travailler pour la réconciliation par le dévoilement. Leur témoignage est important. On doit accorder une amnistie à tous ceux qui, honnêtement, veulent réparer les torts qui ont été causés par le système auquel ils appartenaient. Mais ce système doit être entièrement dévoilé. Et cette perversion doit cesser par le dévoilement de la véritable origine et de la dénaturation à travers le temps. Est-ce que ça peut se faire en une génération, tout ça? Ça sera très long. Ça sera très long, mais il faut commencer tout de suite. C'est pas déjà en processus? Oui, c'est un processus qui est bien entamé. On vit à alors des révélations. révélations. Sur la place publique qu'on n'aurait jamais imaginé. Ouais. On réalise des falsifications sur les plans monétaires, sur le plan médical, sur le plan etc. Ouais. Oui. C'est bien, François. Merci. Merci, Richard. Ça me fait plaisir. Ton exposé, qui est magistral, qui est très long, est intégral dans le Club créé. Pour des gens qui disent « Hey, t'as coupé des bouts, parce que ça se peut, on a vu ça sauter l'image. » Ben oui, il a parlé trop longtemps pour la vidéo Randia, mais l'intégrale est disponible dans le Club créé. Quelqu'un qui voudrait l'entendre complètement pour se dire « Hey, on peut savoir qu'est-ce qu'il disait quand t'as coupé de là à là? » Oui, ben, il fallait, mais vous pourrez le voir. Comme on vient de le dire, dans le club créé pour nos abonnés du mois de décembre, il y aura un supplément avec François Chartrand, entre autres. Dans les jours qui suivent la diffusion de ce Vidéorandia numéro 51. Et pour nos abonnés du mois de décembre, il y a déjà de disponible le supplément avec M. Michel Zirger, qui nous a parlé d'un livre écrit par un de ses amis qui est allé faire un voyage sur une autre planète. Il sera d'ailleurs notre invité au début de l'année 2023. Et très bientôt aussi s'ajouteront les suppléments avec Frédéric Pitre, bon cop 15, bad cov 19. Tout ça dans le mois de décembre 2022. L'année achève déjà, il y aura aussi des ajouts dans les différentes salles où il manque encore des suppléments. Et bien sûr, comme à chaque semaine, il y a le complément surprenant à l'adresse orandia.com qui est dans le forum Orandia, très sécuritaire. À chaque nuit, Gilles, surprenant, nous ajoute des informations supplémentaires, complémentaires à tout ce qui est dit dans chaque Vidéorandia de chaque semaine. À ne pas manquer. Et c'est gratuit. Merci d'être abonné au Club créé. Et un pouce par en haut est toujours très apprécié de la part de toute notre équipe. Comme nous sommes à la fin de cette année 2022, je profite de l'atmosphère de COP 15 qui a eu lieu à Montréal sur la biodiversité pour vous souhaiter paix sur Terre aux humains qui aiment la vie, de quelque nature qu'elle soit. Vive la vie et passez un bon temps des fêtes. Et la semaine prochaine, notre dernière émission de l'année 2022. C'est un rendez-vous. À bientôt.